Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre, une fois de plus enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir le collectif d'artistes Kolkhoz, composé de Samuel Boutruche et Benjamin Moreau. Bonne écoute. Aujourd'hui, un peu sous la forme du duo Kolkhoz, qui est donc Samuel et Benjamin. Dès le début des années 2000, vous développez un travail à quatre mains nourri d'humour, de jeu et de technologie. Votre travail s'incarne dans une diversité de supports, vidéo, installation, photographie, dessin, volume, et questionne notre rapport au virtuel, au réel, ses représentations et ses usages avec humour et impertinence. Votre travail très remarqué a fait l'objet de nombreuses expositions dans plusieurs institutions majeures, nationales et internationales. Je termine en ajoutant que vous collaborez avec la galerie Perrotin. Voilà, donc c'est vraiment hyper... Donc à votre avis, est-ce que c'est fait avec ChatGPT ou pas du coup Est-ce que ça sent Oh, il est gentil. Alors d'habitude, on commence un peu par la formation, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait et comment se sont passés les premiers pas de créateur, peut-être aussi votre histoire, la formation du duo, tout ça. Voilà. Ouais. Comment ça s'est passé au début? Vous avez fait les études où, vous? Alors, moi, j'ai fait des études de photographie à Arles, à l'école d'Arles, le NP d'Arles. Et moi, j'étais moins sérieux, donc j'étais plutôt j'ai fait un petit peu de beaux-arts, un petit peu d'histoire de l'art, Aix-en-Provence aussi. On était dans le sud. D'accord. On s'est rencontrés du coup. Oui, voilà. Le duo s'est formé là-bas. Ouais. À la fac d'Aix, non? On s'est rencontrés à Aix-en-Provence, à la fac, ouais. Et parce que moi, je préparais le concours de photo. Et puis ensuite, moi, j'étais à Arles, Benjamin était allé à Marseille, et j'ai rejoint aussi Marseille un peu après l'école de photo. D'accord. Moi, j'ai pas trop suivi, c'est vrai. Les Beaux-Arts, j'étais un peu en touriste quand même. Ouais. Aix-en-Provence aussi, pas mal touriste, mais on avait un atelier là-bas qui était marrant, donc il y avait quand même plein de copains et ça nous donnait la possibilité d'avoir un grand atelier. Et rapidement, quand même, on s'est retrouvés où il y a trouvé des ateliers pas chers à Marseille. Et donc, c'est vrai qu'on s'est quand même tous un peu fixés là-bas. C'était un point de rendez-vous facile pour travailler, quoi. C'était quand, ça? 96. Ah oui, d'accord. 95-96. Le siècle dernier. Voilà. Et j'ai oublié le nom de la rue, d'ailleurs. Rue de Chevalier Rose, mon cher. Non, mais l'atelier à côté de la Joliette. Ah oui, oh là là, je sais plus. Ouais, il y avait un tripot qui était, je me souviens de ce tripot parce que je l'ai vu dans un film l'autre jour, qui était en bas de l'atelier. Ouais, mais l'atelier était au-dessus. C'était surtout un bistrot de type hardcore qui aime le football là à Marseille, tu te souviens? Oui, mais il y avait aussi ces tables de poker, de je ne sais pas quoi là où l'argent tournait. La discrétion, c'est fait avec professionnalisme. Là, c'est mieux. Cyril est content. Si Cyril est content, je suis content. Ouais, donc Marseille pendant quelques années, et d'ailleurs c'est là qu'on a rencontré Emmanuel Perrotin, puisqu'il faisait la foire. J'ai oublié le nom de cette foire qui était organisée par Roger Pellas, le galeriste marseillais. Et on enchaînait avec une expo de groupe avec lui qui s'appelait Austerlitz autrement, qui se passait en fait dans les étages un peu abandonnés de la gare d'Austerlitz, qui vont peut-être voir le jour ces prochaines années. J'ai vu que c'était en travaux sérieusement, mais ils voulaient vraiment faire de cet endroit, mais il y avait des problèmes de circulation, de sortie de secours, etc. Donc ils faisaient des expositions. Il y avait une petite foire indépendante. Ils ont fait 3 éditions, je crois. Et on a fait un projet de jeu vidéo avec lui dans cet endroit. Oui, parce que dès le début, c'était des projets art numérique, jeux vidéo. Est-ce qu'il y avait déjà le travail de sculpture qui était en route? Pas vraiment. En fait, on partageait un atelier à Marseille qui était un peu mon atelier de peinture à moi, et puis on avait aussi organisé
Qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? Justement, on avait connecté des ordinateurs et c'est vrai qu'on s'était mis au début, on était un peu nerd, très nerd même, je dirais. On jouait à des jeux vidéo aussi parallèlement avec les premiers trucs en réseau là. Et ça avait pris des proportions assez effroyables quand même, donc on passait énormément de temps là-dessus. Ok. Et du coup, on s'est demandé ce qu'on allait faire avec ça quand même, à part perdre notre temps. Passer pour des cinglés, quoi. C'est vrai. Et donc, du coup, on s'était dit, bon, bah, tiens, on pourrait faire quand même, on pourrait s'amuser en bricolant les moteurs de ces jeux vidéo. Et donc, ça a commencé comme ça un peu. Et ouais, petit à petit, moi, j'ai fait moins de peinture et on faisait plus ce jeu vidéo qui était une espèce de construction. Mais en 96, vous bossiez sur quoi alors du coup? Vous bossiez sur les moteurs de quoi? De Quake, Ouais, c'était Quake. Ouais. Le premier c'était Quake. Ouais. Et il y en avait d'autres, des artistes à ce moment-là qui arrivaient avec ce type de boulot. Ouais. Et il y avait le Suédois Tobias Bernstrup, mais qu'on a rencontré après coup. Mais c'est vrai que oui. non, il n'y avait pas grand. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Peut-être qu'il a commencé après, en effet. Ouais. Mais et puis il y avait un artiste chinois, je crois aussi. D'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il ne devait pas y avoir grand monde, ouais. Non, mais c'est vrai que ce truc, quand ça a débarqué, on a été happé dedans comme une espèce de lunette magique. Il y avait quelque chose d'étonnant quand même de se retrouver dans ces espaces en 3D, surtout connecté. Enfin, aujourd'hui, ça paraît tellement naturel. Mais à l'époque, c'était quand même une drôle de rapport à la façon de se mouvoir dans l'espace, de mourir, de renaître. Il y a quelque chose de fascinant qui nous est vite apparu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire du virtuel ou de la 3D, il y avait des façons extrêmement onéreuses avec des silicones graphiques, des choses comme ça, et c'était hors de nos moyens. Donc le jeu vidéo, c'était une façon de faire du virtuel à moindre coût, pas cher quoi, pop, mais avec cet accent pop. Et c'est vrai qu'il y avait des concessions à faire, en particulier avec la violence, mais bon, ça nous allait, nous on aimait bien. Et bon, on jouait aussi quand même pas mal. Hein. On faisait pas que détourner des jeux pour faire des expos, on jouait aussi avec. Hein. Mais en fait, ça me surprend un peu parce que je me dis l'entrée technique me paraissait à l'époque, en tout cas, parce qu'aujourd'hui les outils sont quand même plus simples que ce qu'ils étaient à ce moment-là. Comment vous avez fait pour rentrer? Vous étiez hyper nerd aussi dans la création 3D. Non, mais c'était les débuts d'Internet quand même. Voilà. Où il y avait, on commençait à pouvoir toucher des gens sur des, je sais plus comment c'était, des forums. Ouais. Et on trouvait des types beaucoup plus nerds que nous encore qui étaient capables d'ouvrir les moteurs, de trafiquer le truc. C'est surtout grâce à ça. Rien d'école, quoi. Non, c'est-à-dire vraiment rien de l'école. Rien de l'école. Pas du tout. Ouais. Le NSP, on oublie. Non, il y avait des autres. Bon, déjà, eux, ils avaient des Mac. Le NSP, c'était plutôt Mac et c'était plutôt retouche de photos. C'était quand même intéressant, mais c'est vrai que c'était pas du tout de 3D, de virtuel. Les jeux vidéo, non, n'en parlons pas, quoi. Ouais. Et donc, comment le travail se fait remarquer par Perrotin? Par l'intermédiaire d'un type qui s'occupait du Mac à Marseille à l'époque, qui s'appelait Philippe Vergne. Un type. Un type fameux quand même. Un type qui a fait une belle carrière quand même par la suite. Qui continue d'ailleurs. Qui continue, qui a fait extraordinaire. Et c'est vrai qu'à Marseille, c'était une personnalité un peu, mais on avait discuté avec lui et puis on lui avait posé 2-3 questions, savoir comment rentrer un peu dans le milieu, dans ce milieu de l'art contemporain, peut-être, je sais pas. Bon, parce qu'on avait ce projet quand même d'en faire quelque chose qui ait une valeur presque, en tout cas artistique, ou faire une proposition avec ces outils-là qui nous paraissaient intéressants. Mais du coup, j'en reviens un poil avant, c'est-à-dire que quand vous êtes dans vos formations artistiques, vous vous projetez comment avant de rencontrer tout ce matériel vidéo, 3D, etc., de se dire on va faire quelque chose de ça d'un côté, mais avant cette rencontre avec ce matériel comme ça numérique, vous dites on fait quoi avec les Beaux-Arts et avec Arles? Vous aviez déjà des envies précises? Non, je crois qu'il n'y a pas de projection, c'est plus des choses spontanées en fait. Ça commence par l'achat d'un ordinateur, donc c'est la mise en commun matérielle. Oui, c'est pour ça qu'on s'appelle Colcos du coup, c'était la mise en moyen des moyens de production. D'accord. Parce que même un Pentium, c'était cher pour des étudiants. Un Pentium 1. Je pense qu'on a perdu les 10 followers qu'il y avait de la radio, on les a perdus. Non, il est pas perdu. Ma mère est encore là, elle est pas perdue à Pentium, tout va bien. Je suis désolé.
D'accord, ok, oui, bah oui, il fallait mettre en Pentium. Non, mais c'est vrai que ça avait rien à voir avec ce qu'on faisait quand même aux Beaux-Arts ou en photographie peut-être un petit peu, mais c'était un rapport étonnant, en tout cas un médium qui nous apparaissait comme surprenant et qui avait jamais été utilisé en tout cas. Et nous, on avait quand même cette espèce de fascination un peu naïve quasiment d'être comme en tout cas moi, qui étais vraiment passionné de jeux vidéo dès le départ. C'était un outil étrange à explorer. En tout cas, c'était un territoire inconnu. Ouais, ça reste quand même des images techniques. Moi, c'est un des trucs qui m'a intéressé très vite. L'idée que même si c'est des choses qu'on fait à partir de entièrement créées, enfin que ce soit des images virtuelles, contrairement à la photographie qui est peut-être extrait du réel, ça reste des images techniques. Et de toute façon, tout est technique. Hein. La peinture aussi, c'est une technique, mais c'était avec ce côté industriel et pop, ça c'était vraiment très fascinant. Mais c'était un petit peu une audace parce que c'était pas du tout dans un parcours. Tu parlais de projection. Ouais. C'était pas vraiment dans l'idée de pouvoir être. Mais ça l'a été. Mais parce qu'au début, c'est presque complètement. C'est proche d'être autodidacte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout un nouveau terrain de jeu tout à fait. qui a défriché. Il n'y a pas d'historique à ce terrain-là. Il faut l'investir. J'imagine que il doit vite se poser plein de questions autour de la légitimité, de comment avec ces nouveaux matériaux-là je fais une proposition artistique sans qu'on me prenne pour un nouveau papin, etc. Enfin, tout est neuf, donc ça ne doit pas être évident. Ce qui est pas mal à ce moment-là, c'est quand même que on n'était pas tellement dans un parcours d'art contemporain. À Marseille, on était quand même assez loin de ces réalités. Et c'est vrai que du coup, on avait une grande liberté pour expérimenter des choses. Il n'y avait pas derrière qui pouvait nous dire est-ce que ça correspond à ce qu'on pourrait faire en galerie. Non, c'est pas une question qu'on s'est posée, on s'est posé après. C'était plutôt taxé d'ailleurs de nouvelles technologies. C'était comme ça que c'était vraiment. Enfin, dans la presse, il y avait art contemporain, il y avait aussi un onglet nouvelles technologies. Maintenant, c'est pas du tout, c'est plus du tout d'actualité, on le voit plus du tout. Mais et d'ailleurs, c'était pour nous un petit peu ennuyeux parce que on avait l'impression d'être autre chose aussi, pas seulement de la technologie. Et c'était aussi un peu contraignant, je veux dire. Ouais. Et est-ce que c'est pour ça que du coup il y a eu que vous avez fait des sculptures et que les sculptures mélangeaient les nouvelles technologies et justement dans une présentation qui serait peut-être un petit peu plus digeste, traditionnel. Ouais, c'est intéressant. C'est pas une question de digestion, c'était surtout pour mettre à distance l'image. En particulier parce que le mode de consommation des images est attaché aux écrans. À une forme très convenue des écrans, et on voulait si c'est par exemple les films de vacances auxquels tu fais allusion, l'idée c'était justement que on puisse mettre légèrement en retrait l'image. C'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait des sculptures aussi un petit peu réduites pour donner pour accentuer cette perspective. Mais c'était pour éviter que ce soit une image dans un écran de télé, même si c'était un faux écran de télé ou un téléphone ou je ne sais quoi, ou c'était vraiment pour mettre à distance ces clichés d'écran. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on l'a utilisé comme c'était, quoi. Je me souviens, les premières expos qu'on a fait, c'était on reproduisait la chambre d'un nerd qui joue toute la journée avec ses chaussettes sales et qui joue, quoi. Ou une LAN party. Oui, les LAN party à l'époque, ça s'appelait comme ça. Les parties en réseau. C'est le deuxième projet qu'on ait fait avec la galerie, il me semble. C'est justement des canapés un peu défoncés, 2-3 tables, et puis des chips et du coca, et des ordinateurs en réseau et un jeu vidéo. Quand tu dis ils vous prenaient pour des guignols un petit peu, on vous a pris pour des guignols, ça se manifestait comment? Non, mais c'est vrai qu'on nous a pris de haut beaucoup sur l'utilisation de ces trucs-là au début. Je me souviens. Ça faisait pas sérieux. Ouais, c'est vrai. Et ça a changé quand, ça? Je sais pas si ça a vraiment changé, mais c'est-à-dire qu'après, le fait de passer dans une grosse galerie, ça a mis quand même une distance
critique, quoi. Ouais. Les gens. C'était déjà une grosse. Alors, pardon. Non, justement, elle est devenue grosse. C'était. Ok, d'accord. Non, mais lui, Emmanuel, il était quand même un peu audacieux, un peu fou, donc il avait envie aussi de montrer des choses qui sortaient de l'ordinaire pour se faire remarquer, il faut bien le dire. Ouais, bien sûr. Oui. Et mais c'est vrai que c'était un des seuls quand même dans les galeries autour de nous qui était capable d'avoir un discours assez, je sais pas, qui acceptait n'importe quel type de proposition du moment qu'elles avaient un peu, oui, le MAC Lyon aussi a beaucoup très tôt. Il a montré des choses avec des jeux vidéo très tôt. Ils ont commencé à collectionner. D'ailleurs, leur collection est assez conséquente et intéressante. Donc il y a eu quand même quelques personnes. Puis la France a pas vraiment à rougir de ça. Il y a une culture du jeu vidéo très forte. On l'a vu aussi nous d'ailleurs. Mais même si c'est aussi très professionnalisé, il y avait pas mal de gens autour. Ouais. Et on avait d'ailleurs parfois une presse dans les jeux vidéo purs. Et dans de l'art ou du pop art, dans une presse pop art, des choses comme ça, comme Technicar, des trucs à l'époque. Ouais. Et parce que vous êtes dans votre atelier à Marseille et là on se voit, vous êtes à Paris. J'ai l'impression que vous êtes parisien depuis un moment. Tu veux dire qu'on a perdu l'accent ? Non, je parlais pas de votre accent, je parlais plus du fait que, bah oui, quand on se croise maintenant, c'est à Paris. Et qu'est-ce qui vous a amené ici ? On est monté à cause d'Emmanuel un petit peu quand même. Ouais. C'était l'occasion. Il nous a dit, venez faire des trucs avec moi à Paris. On s'est dit, allez. Mais très vite, avec Emmanuel Perrotin, vous avez pu vivre des pièces ? Pas très vite. Comment ça s'est organisé ça ? En fait, c'est un peu ce qu'on aimerait savoir, c'est c'est difficile à vendre. Le rythme et comment vous êtes arrivé à là où vous êtes, parce que vous pesez, on va dire quand même sur. On était très jeunes, donc de toute façon, on vivait un peu d'amour et d'eau fraîche aussi. Hein, donc c'est vrai que. Ouais, non, mais c'est vrai. Pendant longtemps, on a vraiment vivoté en faisant plein de trucs à droite à gauche aussi pour remplir les sandwichs, quoi. Mais ça n'a jamais été vraiment un problème. Il y avait toujours une espèce d'énergie sympathique. Donc c'est vrai qu'on a fait du coup plein de boulot aussi à droite à gauche quand même, hein, oui. pour vivre avant de gagner quelques sous avec ça. Hein. Oui, les images de synthèse, c'était aussi une façon de faire des flyers, de faire des projections dans les rave parties, des trucs comme ça. Ça rapportait pas mal d'argent. Ouais, quand on n'était pas payé en bière au final. Quand on était payé, oui. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Mais c'est oui. En tout cas, le fait de vendre du jeu vidéo, je pense que c'est encore plus compliqué que de vendre des vidéos. Ouais, j'imagine. Déjà que les vidéos, c'est difficile à vendre pour une galerie. Maintenant, ça paraît un petit peu, il y a des collections de ça, mais c'est... Alors, on parle d'un moment où même la photographie, c'était un petit peu... Pareil, c'était difficile, quoi. On n'était pas vraiment artiste quand on faisait de la photo, quand même. C'était surtout beaucoup moins cher que la peinture ou la sculpture, oui. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Oui, je vous confirme. Toi, tu faisais des photos dans des jeux vidéo, c'était encore plus malin. Ça m'intéresse. Comment se tirer une balle dans le pied, c'est ça. Toujours le nez creux, toujours le bon philo. Non, mais par exemple, moi, je sais que souvent, les magazines généralement, on parle pas trop de soi, mais là, les magazines, par exemple, de jeux vidéo, ont pas mal descendu. Ah ouais? Ouais. Quand il y avait moyen de me mettre une douille, ils hésitaient pas une seule seconde, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est le côté un peu puriste. Et le salope des deux côtés. Oui. On a souffert aussi de ça, c'est vrai. Ouais. J'imagine. Mais même, je me dis, bon, alors moi, je suis pas très très bon en jeux vidéo. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai pas produit beaucoup. J'ai fait une ou deux pièces comme ça, mais ça coûte quand même, pour moi, ça coûte pas mal d'argent. Vous, c'était tout en autoproduction. Ah bah maintenant, ça coûte pas très cher. Hein. Ça ne coûtait pas cher non plus. Bah c'était franchement tout gratuit. Hein. C'était vraiment sur l'idée, justement, avec les gens qui travaillaient avec nous sur ces projets. C'était vraiment dans leur challenge. Est-ce qu'on va arriver à faire ça ?
c'est possible à partir du moment où tu as une licence Unity en version ou Unreal en version étudiant. En réalité, tu peux faire avoir un moteur virtuel super. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Oui, à l'époque aussi, justement, c'était en mode pirate du coup. Pirate à l'époque. Mais c'est vrai que Quake, par exemple, eux, ils avaient quand même tout de suite ouvert en public la possibilité de le faire. Ça a été une grande réussite. Le jeu vidéo grâce à ça aussi, parce qu'il c'était facile de le modder. Exactement. Oui, c'est le moteur ouais. d'Half-Life aussi à l'époque. Oui, alors après on est passé à Half-Life, ouais. Qui était très open avec une grosse communauté de modeurs, etc. Ouais. Donc pas mal de ressources assez accessibles quand même à l'époque. Bah, c'est du tuning en fait, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, vous vivez de quoi, vous? Ça, c'est quoi qui vous fait vivre d'amoureux d'eau fraîche. L'amour, l'eau fraîche. Est-ce que vous vivez de l'art principalement, ou est-ce que au contraire vous êtes sur comment ça se passe, et même comment se passe encore votre collectif aujourd'hui, parce que ça fait. Est-ce que vous êtes encore avec Emmanuel Perrotin? Alors non, maintenant on travaille plus avec Emmanuel Perrotin parce que on a beaucoup moins produit depuis très longtemps, voire plus depuis un petit moment. On réactive des pièces, en particulier celle qui est à l'heure actuelle au MAC de Lyon. Étant donné qu'on n'avait pas d'actualité, même si on reste très 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 amis, on est sorti de la galerie. Ouais. C'est officiel, officiellement. Vous voulez peut-être pas en parler, j'en sais rien. Non, pas du tout. On peut en parler, bien sûr. Il suffit de regarder la liste, qui est très longue, donc c'est peut-être un petit peu fastidieux maintenant juste de lire la liste. C'est la lettre K. Moi, ça va aller par ordre alphabétique. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi qui vous paye aujourd'hui? C'est un petit peu comme, en tout cas, comme à l'époque, c'est toujours un petit peu c'est pas vraiment qu'une activité artistique, c'est un peu différentes activités. Moi, j'ai aussi une activité comme DJ, comme créateur sonore, ou voilà, donc c'est plus ce genre de choses, ou direction artistique. Moi, j'étais sorti à un moment donné, oui, parce que j'avais un projet qui m'obsédait, donc j'ai monté un autre projet, mais qui a rien à voir. D'accord. Un projet c'est une application qui s'appelle radio.com. Ok. Une espèce de machine à remonter le temps. Ok. Et donc, c'est une société, quoi, maintenant. D'accord. Des sous, donc, ok. Et c'est quoi l'application? Ça s'appelle radio avec plein de o.com. Ok. Et une application qu'on trouve sur les téléphones ou sur les... Pour écouter la radio C'est une carte du monde. On peut choisir n'importe quel pays du monde. D'accord. Et on peut écouter sur 120 ans la musique sélectionnée. Donc on va en Turquie dans les années 60. On peut savoir ce qu'il y avait de mieux en Turquie dans les années 60. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment... Oui, c'est très... Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les sujets de travail apparaissent quand vous avez envie de faire vos pièces? Comment ça s'est passé le détournement du jeu, très bien, mais comment, par exemple là, quand pour le Mac Lyon vous avez relancé des choses, comment ça se passe ce boulot-là? Comment se prennent ces décisions-là? Lyon, c'est une demande de la part du musée, donc c'est assez simple. Le principe de cette pièce, qui est un jeu vidéo, il dépend pas d'un moteur de jeu vidéo de l'époque. C'est pas forcément que de Quake, ça peut être un autre moteur de jeu. Et là, en l'occurrence, ça a été fait, je sais pas si j'ai le droit de le dire, on s'en fout, non? On s'en fout. Ok. C'est fait avec Unity, et donc là, peut-être que dans 4 ans, ça sera fait avec un autre encore. Ça n'a pas d'importance. Le principe, c'est juste de remodéliser l'exposition en cours. Et dès l'entrée du musée, avoir 2 choix de réalité, soit un choix type jeu vidéo, soit un choix type tangible. Donc on choisit 2 entrées, l'une ou l'autre. Et tangible, c'est la visite de l'exposition classique. Sachant que généralement, un musée, il est interdit de toucher, même les pièces qui ont été faites pour ça. Donc c'est parti un peu de ce principe paradoxal dans les musées, de justement montrer des choses et toucher des choses.
Et c'est pas une tannée à faire quand on est en train de faire justement parce que moi je me rappelle le vernissage la dernière fois que je vous ai vu, vous êtes arrivé, vous étiez dans des problèmes techniques Ouais, bah alors, dès le début. Alors comment ça se gère, je vois ça? très bien de quoi tu parles. Et en fait, c'est pas des problèmes techniques auxquels tu t'y attends, parce que c'est des problèmes de sécurité. Maintenant, en fait, les réseaux sont ultra sécurisés. Et nous, je me souviens plus vraiment du problème. Et en fait, ils reconnaissaient pas les joysticks, parce que il y avait l'ordinateur était bridé en termes de sécurité. Je sais plus, j'ai plus exactement de quoi il s'agissait, mais c'était un truc qui était très très difficile à imaginer en dehors de ce contexte de la ville de Lyon, qui sécurise énormément les ordinateurs. En art numérique, c'est très régulier de voir quelqu'un qui doit trouver une carte graphique tu sais, genre à 2 heures du vernissage, il y a toujours un mec qui se met à courir pour trouver un câble, tu sais, ou un machin. Bah alors justement, de mémoire, je trouve qu'on avait plus de problèmes avec la vidéo qu'avec avec les ordinateurs. Ah ouais? Ah ouais. On en a eu plein. À chaque Vidéo, fois, c'était toujours plus compliqué, j'ai trouvé, que informatique. Informatique, il y a toujours un driver que tu veux trouver rapidement. Vidéo, il y a toujours, il y avait un problème de transfert entre le DV et le Betacam. Il y a toujours des problèmes comme ça qui sont très chiant. Très chiant, très technique. C'est saoulant. Les couleurs qui vont pas. Ça continue avec la vidéo, je crois. Bah ouais, c'est un. Moi, je trouve à chaque fois, tu redécouvres. À part VLC, qui y a à peu près tout. Oui, mais oui. Mais, enfin, moi, c'est les couleurs que souvent, quand je fais des projections avec plusieurs vidéoprojecteurs, et vraiment, c'est une catastrophe systématique. J'ose pas imaginer ça. C'est un enfer, et parce qu'il y a en plus, il y a l'usure des lampes. Ouais. Et parce que ça s'use, putain de merde. Et tous ces trucs-là, c'est une vraie tannée. Je trouve qu'avec les émissions, on découvre aussi de nouveaux problèmes, d'ailleurs. Ah bah oui. Pas dégueulasse. Comment lancer un live? D'ailleurs, c'est toujours en ligne là ou pas? T'as une idée? Il est sur Wikipédia. Oui. C'est le streaming, le temps que ça arrive au cerveau. Tu vois un peu, il est magnifique. Putain. Faut juste que je prenne de l'eau. Je te laisse prendre le relais. Oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir un peu si là, comment ça se passe aujourd'hui. Parce que j'ai compris là, Maclion, c'est votre dernière prod en tant que duo, etc. Non, c'est une vieille pièce en fait. C'est une vieille pièce que vous avez réactivée là. On a bossé ensemble 15 ans. On a fait beaucoup de projets. Ouais. Elle a été réactivée en 2018 aussi. D'accord. Sur un autre projet d'exposition à Lyon. Parce qu'en fait, le musée possède la pièce là. D'accord, ok. Je vois l'idée. C'était une exposition qui avait été curatée par Laurence Dreyfus. J'ai oublié le titre de cette exposition à l'époque. C'était pas My Name is Game. J'ai oublié le nom de l'expo. C'était pendant la Biennale 2001. Ouais. Ok. Il y a encore des projets à venir pour Call Cause? Bah, j'espère. Non, c'est une question naïve, mais là pour l'instant, il y a rien de prévu, mais bien sûr, si une autre actualisation doit se faire, avec plaisir, ouais. En fait c'est les occasions qui déclenchent les envies. Vous n'allez pas, vous, à la pêche, à un appel d'offres quelconque, une candidature, etc. Vous avez été dans cette dynamique-là à un moment? Oui, bien sûr. On en a fait aussi, mais on n'était pas forcément bien référencé là-dessus. Mais on a fait quelques trucs avec... je veux dire, tu penses par exemple les projets publics ou des choses comme ça. On n'était pas très à l'aise avec ça, ouais. C'est-à-dire que
Je crois qu'on n'en a pas fait vraiment. Non, mais même des résidences, j'en sais rien. Résidences, oui, bien sûr. Un peu d'honoraires pour écrire des projets. Plus que des résidences, on a fait des voyages de découverte. Pour ça, je trouve que les aides sont assez bien foutues. En France, c'était plutôt... c'est aussi sur la DRAC, en particulier, nous avait beaucoup aidé à Marseille. Ça a été... Enfin, ça dépend de personnalité aussi, qui aime le travail, qui va défendre auprès des directions. Je pense que c'est difficile d'arriver tout seul. Il faut quand même être un petit peu épaulé. On a d'ailleurs des pièces aussi qui sont dans la collection de Beaubourg, des pièces dans la collection du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, du FNAC aussi. Et puis après c'est à l'étranger, c'est plus des collections privées. Ou les alliances françaises aussi qui nous ont pas mal soutenu à un moment donné quand on avait besoin de voyager, me faire des expos loin. Ouais. Ils ont été présents quand même. Ouais, bien sûr. Et puis aussi pour aider lorsque une biennale a besoin de faire venir des artistes. Oui, c'est vrai que l'Alliance française. Il y a un réseau qui est assez bien foutu quand même. Ouais, toujours d'ailleurs. Ouais. Comment, dans la réalisation d'une pièce, comment se passe comment ça se passe pour vous de trouver le point de vue extérieur? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un point de vue extérieur? Comment vous validez les pièces? À deux, c'est plus facile, justement. Ouais, justement, ouais. Parce que c'est une série de discussions pour aboutir à quelque chose qu'on a envie de faire. Et puis, une fois que on se lance, il y a une série de questions-réponses. Si c'est bien, est-ce qu'on on fait autre chose? Donc en fait, ça va assez vite. Il y a moins de doutes, je pense, sur la validation que lorsqu'on est seul. Après, oui, il y a entre nous valider un projet, une idée dans laquelle on se sente excité, quoi. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes techniques, financières, de production, parce qu'en fait, dans ce type de projet, c'est vrai qu'il y a pas mal de... En fait, on fait des choses avec nos mains ou avec nos... Mais en fait, ça nécessite une infrastructure... c'est comme une production d'un film. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui interviennent pour fabriquer des choses qu'on sait pas faire. Donc ça... il y avait des problèmes de production, mais par rapport à ça, la galerie était super, parce que ils ont toujours avancé les... la galerie a avancé les... Emmanuel, c'était un des premiers, je pense, à produire les pièces pour les artistes en avance, Ouais, surtout payer aussi rapidement dès que ça faisait partie de son credo. Dès qu'une pièce est payée par le collectionneur, le premier à être payé, c'est l'artiste. Emmanuel, c'est vrai, était super par rapport à ça. C'est vrai qu'il comprenait vachement aussi le processus compliqué pour des artistes, et surtout des jeunes artistes, d'arriver à produire des choses qui ont un peu une forme quand même, qui puissent être présentes de manière significative. Et lui, il savait quand même les problématiques de l'artiste qui crève un peu la dalle. Sachant que lui, sa galerie au départ, il était aussi sur un clic-clac derrière son comptoir, quoi. Donc en fait, il était assez jeune aussi, en âge aussi par rapport à nous, et il comprenait pas mal ces soucis-là. Donc c'est vrai qu'il était quand même toujours là pour veiller à ce que, on puisse toucher l'argent dès qu'il arrivait, que cette économie était toujours fragile aussi. Après, dans la prod, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Très vite, on a fait toujours des choses un peu pop, dans le sens où du do-it-yourself. Le jeu vidéo, c'était ça. Les installations, on les produisait nous, on les fabriquait nous, même si on avait des gens pour nous aider très souvent. C'était assez interne. Donc il y avait ce côté aussi fait main, fait maison, pour plein de raisons. C'est que faire produire une sculpture par une boîte qui veut faire ce qu'on veut, c'est le triple du prix, voire 4 fois le prix. Donc on s'est aussi posé la question dans ces termes. Et puis ça nous intéressait parce que la matière, comme le fait pose des problèmes, comme l'image de synthèse pose a priori moins de problèmes, mais elle en pose aussi. Il y a des concessions à chaque fois à faire. Et avec ces objets ou ces formes,
Mais du coup, c'est vrai qu'on avait gardé la même logique qu'on avait dès le départ, qui est celui de posséder un peu l'outil de production. Et c'est vrai que rapidement, quand on a fait des choses qui étaient plus du jeu vidéo, mais d'autres types de formulations plastiques, enfin, tu vois, quand on a fait par exemple les tableaux qui s'encadrent, les choses comme ça, on a quasiment acheté petit à petit une menuiserie, quoi. On s'est transformé en menuisier pendant plusieurs années, et on s'est retrouvé, on avait une vraie menuiserie. On pouvait le produire nous, à moindre coût. D'accord. Oui, ça a commencé d'ailleurs avec les installations, parce que la toute première installation, en fait, c'était un ébéniste qui nous l'avait produite pour vraiment peu, parce que c'est un projet qui l'intéressait. Et puis après, on s'est heurté au coût de production, c'est-à-dire que si on devait le faire, on pouvait assez difficilement montrer de nouvelles pièces. Donc nous on maîtrisait déjà les films, etc. Dans les films de vacances, mais on s'est mis justement à faire, alors qu'on n'avait pas vraiment touché à des choses en prod pure, on s'est mis à les faire et puis à apprendre. Pour ça à l'époque aussi Internet, YouTube ou l'université en ligne. Donc ça nous a vachement aidé aussi ça. Couper du bois. Alors l'angle à 45 .com. Qu'est-ce que j'allais dire dans cette diversité d'exploration de formes, de supports, etc. Ça rejoint aussi un peu la question de Thibaut avant sur le regard extérieur. Comment vous en parlez de ça, de cette diversité? Parce que j'imagine que quand tu es identifié assez tôt pour un type de boulot, un type de format, etc., et que tu commences à vouloir aller un peu à droite, un peu à gauche et trouver de nouvelles formes, ça doit pas être, il doit toujours y avoir une espèce de match entre est-ce que les gens me suivent pas, et je dois aller on s'est jamais posé ces questions-là. Non. Oui, mais c'est vrai que on dit toujours qu'un artiste qui change de style, c'est pas bon. Mais pour le coup, on a changé de style quasiment à chaque fois. Mais nous, ça faisait un peu partie de l'ADN aussi, quand même. Et qui peut-être aussi celui de la culture du jeu vidéo. On se l'était souvent dit, qui était un truc qui nous faisait marrer, c'est de pouvoir être pilote de course un jour et le lendemain assassin, enfin, tu vois, braqueur de banque ou je sais pas. Et cette histoire d'être un peu touriste de la vie et de pouvoir changer d'identité, ça faisait partie quand même de notre culture de jeu mental. Plus que le jeu vidéo. Dans votre dynamique déjà de pouvoir changer. De pas avoir peur et justement d'éviter de se poser ces questions-là en termes de carrière, de reconnaissance, etc. OSEF, on y va, on fait ce qu'on veut. On se posait pas vraiment les questions d'un point de vue professionnel, mais plus d'un... Benjamin dit touriste, mais ça pourrait être amateur aussi. Ce côté amateur qui était qu'on aimait bien. Le fait de pas forcément avoir le professionnel de la profession. Ça nous permettait aussi d'apprendre beaucoup de technologies, y compris la dorure à leur fin, par exemple. Non mais garder une forme de naïveté, moi c'est toujours un truc qui m'a vachement intéressé, de pouvoir plonger dans un truc en découvrant au fur et à mesure les problématiques et jouer aussi avec cet aspect-là, parce que... D'accord. Mais alors du coup je reviens à ma question du point de vue extérieur, c'est que en fait, ce changement de forme, comment on le valide? Ça se passe entre vous? Ça se passe entre vous et le galeriste? C'est voté à l'Assemblée. À l'Assemblée générale. Non, mais attends, il y a une AG une fois à l'an. Et c'est voté. Non, mais si vous faisiez une erreur, comment vous le savez? Est-ce que vous en avez fait des erreurs justement? Est-ce que vous pensez en avoir fait? Bien sûr qu'on en fait tout le temps des erreurs. Ouais. Je pense que tout artiste, même un artiste génial, fait des erreurs. Réponse très rare dans ce podcast. C'est la première fois qu'on l'entend. Ah bon? Je pense pas. Je pense que c'est intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vraiment s'il y a une chose que l'homme sait très bien faire, c'est des erreurs. Les copier-coller, c'est parfait pour l'ordinateur. Et c'est notre chance face à l'IA et c'est qu'on sait très bien faire des erreurs. Il faut juste savoir les regarder, c'est tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui nous a vachement motivés, c'est-à-dire pouvoir regarder les bugs et les problèmes et les apprécier. En termes d'énergie, ça nous a beaucoup servi, en vrai. Ouais.
ça nous a aussi beaucoup desservi en termes de carrière quand même. Bien sûr. Ouais. Parce que quand t'es pas identifiable auprès d'un critique ou enfin tout ce monde-là qui est quand même très ils ont besoin d'être qui identifiés est un peu moins joueur et un peu moins laxiste a priori sur tiens, oui, c'est rigolo. Un peu pour Donc c'est ça, comment vous avez traversé ça ou... Il y a beaucoup de gens qui appréciaient quand même le travail, qui savaient très bien reconnaître aussi l'intérêt sans pour autant s'attacher à des questions stylistiques. La question stylistique, c'est plus pour une question de marché en fait. Après la valeur art, je pense que beaucoup de musées ils s'en dédouanent, mais c'est difficile parfois de voir quelle est la marge entre l'un et l'autre. Mais dans un musée, ils vont pas regarder le style, ils vont regarder l'énergie, ils vont regarder si le projet est peut-être pertinent par rapport à l'exposition. Évidemment, ils vont regarder si ça peut être produit. Ouais. Donc, il y a quand même une donnée financière. Mais dans le cadre d'une autoproduction, puis quand un projet peut être produit pour une somme modique, ils le font, je pense. Hein. Tiens, d'ailleurs, petite question concernant l'exposition que vous avez fait au Maclion là récemment. Comment ça se passe financièrement de réactiver une pièce qui a été achetée par un musée ? Il faut, là en l'occurrence, il faut à chaque fois repayer un modeleur et c'est juste ça. Sauf que les licences, comme il n'y a pas de vente, c'est pas. Bon, j'espère que les mecs de Unity vont pas écouter, mais il n'y a pas de revente, donc c'est juste. Du temps de modélisation, voilà. Donc c'est des gens de plus en plus chers. Donc il faut trouver un peu des types passionnés. Parce que bon, moi je suis pas vraiment capable de le faire encore. Faudrait que ça me prendrait énormément de temps de réapprendre Unity ou de réapprendre Unreal. Enfin, je sais pas si toi t'as essayé. C'est quand même un petit peu ardu. C'est comme ceux qui veulent se lancer à l'heure actuelle sur 3ds Max. C'est une grosse usine à gaz avec des suites de menus qui changent un peu. Bon, voilà, mais c'est possible. Mais encore. En termes de production, oui, ça se réactive par les budgets d'exposition du musée. Donc Oui, mais ça, en fait, du coup, je me posais la question de comment ça se passe, parce qu'ils ont acheté la pièce, et en fait, ils savent que la pièce, elle va être mouvante, et que donc, du coup, c'était une question qui se posait quasiment dans la pertinence de la pièce, qui se proposait de se réouvrir et de se refermer, de se refermer avec un regard qui sera celui d'un futur. Et je me souviens la première fois qu'ils ont acheté cette pièce, comme c'était vraiment les premiers jeux vidéo, c'était en 2000, quoi. 2001, ouais. On s'était posé la question de se dire si jamais un jour on la remonterait avec le curateur qui nous avait acheté la pièce. Thierry Raspail. On s'était posé la question, je me souviens, de se dire si on la remonterait dans 20 ans, qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce qu'on utilise les mêmes ordi crades là ? Dans 20 ans, les ordi sera plus la même chose, et c'est vrai. Et on s'était posé la question, on s'était dit, nous en fait, on reprendra pas ces ordi, c'est pas la peine, on reconstruira le truc avec les techniques du moment, quoi. C'est ce qui s'est passé du coup. Oui, mais ils ont pas tellement changé en fait. Les ordi, en réalité, ça reste toujours des tours depuis. Non, là regarde, c'était des portables. Enfin bon, peu importe en vrai, mais je me demande même si on n'aurait pas dû reprendre les trucs d'origine, ça aurait peut-être été marrant, quoi. Parce que l'image date aussi. Elle date. Du coup, on avait pris le parti qu'elle date pas, mais qu'elle soit un peu intemporelle. C'était juste le principe qui prévalait, quoi, sur la technique. Alors le problème maintenant, Half-Life existe toujours, mais c'est pour réactiver un jeu comme ça tel quel, ça devient de l'archéologie informatique. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec pas mal d'artistes sur des ordis qui plantent, des écrans qu'on trouve plus, des cartes graphiques non compatibles. Donc il y a vraiment. C'est comme je pense quand ils réactivent une pièce de Nam June Paik.
Ils ont réussi là. Ils ont réussi, mais est-ce qu'ils changent les écrans quand même ou pas? Non. Alors il y a des boîtes qui font des écrans sur mesure, ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est, enfin en tout cas pour ceux qui veulent des Trinitron, là ça c'est assez bien. Il y a une vraie demande, donc ça coûte une fortune évidemment. Mais le Trinitron Sony, ouais, ça existe. C'est parce que c'est un référent. D'accord. Mais dans le mode pop, celui qui avait l'écran le plus cheap à l'époque, là c'est un vrai problème. Oui, puis en plus ce qui tournait difficilement à l'époque maintenant est calculé comme ça en un battement de cils, et du coup c'est presque trop. Je pense que nos mobiles sont plus puissants que le Pentium qu'on avait. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Nous, au début, je me souviens, on collectionnait sur disquette. Et d'ailleurs, ça nous avait fait sur la première expo chez Emmanuel. On avait fait des collections de virus du monde entier. Donc, on pouvait trouver à l'époque sur Internet les virus qui étaient congelés en quelque sorte, zippés, quoi. Ouais, dans un fichier zip. Je sais plus ce qui s'était passé, mais ça avait libéré tous les virus qui étaient sur l'ordi. Donc ça avait fait fondre les ordi. On avait le virus Tchernobyl. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez. Tchernobyl, le truc. Ouais. Ce virus, et en fait, il était inactif, un petit peu comme Stuxnet en Iran, qui avait sauté les centrifugeuses. Pendant des années, il est resté comme ça, latent. Ils se demandaient mais à quoi il sert? Tchernobyl, c'était ça, il faisait pas de dégâts en temps réel, il attendait la date anniversaire de Tchernobyl et bam, il cramait tous nos ordi. Et on avait tous nos ordi qui étaient fondus le lendemain de l'expo. C'est OK. Ouais. Du coup, on avait vendu la disquette. Ouais. Les virus dessus, comme un petit. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus aucun danger. Hein. Oui, là, une mise à jour Bitdefender devrait faire le taf. Déjà, il faut trouver le lecteur de disque. En plus, Déjà, ton dernier Mac, ton dernier Windows ne veut plus accéder tout simplement au truc qui est sur la disquette. J'ai pas les yeux sur l'heure. Tu peux me dire? Moi, j'ai une montre et il est 17h40. Mais justement, sur ces archivages, etc., Colcause 1 atelier ou parce qu'il y a dû y avoir du stock à un moment, des pièces qui vont partir, qui y restent, un truc commun, maintenant c'est plus que non, on a des pièces encore. Benjamin a des pièces, moi aussi. Je crois qu'on a encore quelques pièces en commun aux États-Unis. Et la galerie a conservé aussi des galeries Perrotin. Ça a été des questions rapidement dans votre carrière, justement, de trouver en plus d'un atelier un endroit de stockage. Ça, c'était etc. le problème de la galerie, qui a des C'était le problème de la galerie que vous aviez. Stockage monstrueux. Ok. C'est la stratégie. Gros problème des galeries. Je crois que c'est le problème de toutes les galeries. Que les galeries d'ailleurs, parce que je sais plus quelle pièce on avait vendue. On est allé visiter tu te souviens, les sous-sols au Beaubourg ou les collections nationales. Ils cachent toutes ces pièces-là, ils les stockent. Et c'est des hangars qui sont à perte de vue. Et je me souviens, il y avait Colcause, Kokoschka, on était entre plusieurs artistes. Alors, c'était ici, ouais. C'était ici, non? Oui, c'est dans les réserves. Elles sont folles, les réserves. Ouais. C'est une caverne d'Alibaba incroyable. Mais celles qui ont dû déménager, c'est celles du musée d'art moderne, je crois, parce que ils étaient en péril inondation, je crois. Il y avait un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, ça n'a jamais été trop notre problème à nous, plutôt celui des conservateurs. Ouais, je pense que c'est plus problème galeriste, musée, collectionneur. Ouais. Et parlons juste représentation. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que vous continuez d'aller au vernissage? Enfin, je sais que moi, je te croise de temps en temps au vernissage. Toi, je pense pas trop. Mais est-ce que vous allez encore au vernissage? Comment ça se passe? Est-ce que vous essayez on boit des verres gratos, hein. Ouais. Je perds pas les bonnes habitudes. Non, mais est-ce que vous avez un Instagram, une newsletter? Enfin, comment aujourd'hui vous existez en fait? Moi j'aime bien. De toute façon, j'ai toujours aimé aller voir d'autres expos, d'autres propositions. J'aime bien ça aussi. Je trouve que c'est toujours stimulant intellectuellement. Et puis les galeries ont cette réputation d'être un petit peu ouais, c'est bizarre. Alors qu'en fait, ça a toujours été né beaucoup de galeristes, puisque finalement c'est gratuit.
les propositions sont de bonne qualité généralement, donc c'est de l'art à portée de main. Ouais. On n'a pas besoin d'aller dans des foires ou dans des grands musées si on n'a pas d'abonnement. Donc moi j'aime bien les et puis bon bah c'est toujours sympathique de voir des copains artistes ou des commissaires. Donc moi j'y vais de temps en temps, ouais, mais moins quand même. Hein. C'est bon. T'as une dernière question? C'est toi qui. Bah moi là d'un coup, en fait, c'est la première fois qu'on le fait sans mon téléphone. J'ai pas l'heure et d'un coup, rien ne va plus. Ça va aller. Non. Est-ce que vous avez un moment à nous raconter? Je viens de l'acheter, tout va bien, vraiment. Bah, regarde là. Je regarde ta montre. Tu as une belle montre. Ah, je suis content. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou un moment où ça s'est passé bizarrement? Ah, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Ouais. Moi, principalement, je voudrais que vous disiez du mal d'un régisseur que vous avez détesté. C'est vraiment, ce serait ça mon plaisir. Mais après, je sais pas. C'est à vous de voir. C'est toujours un peu ça. Ah bah alors là, mais si vous pouvez dire un nom, ou du mal d'un galeriste, ou du mal d'un commissaire, enfin tant que c'est très négatif et qu'on peut faire du buzz, faut pas hésiter. Ouais. C'est ça l'objectif. Tu cherches du conflit en fait, comme voilà. tous les algorithmes. Exactement, c'est ça. Compris. Alors, qui on pourrait casser du sucre sur qui? Vous pouvez aussi raconter juste que vous avez pété une pièce le jour du 27. Je remarque, c'est vrai que les virus qui pètent tous les ordinateurs le lendemain de l'expo. D'une fois, c'était au musée d'art moderne, première expo importante pour nous à Paris quand même. Ah oui. Je me souviens. Et on avait monté un truc avec les premiers casques virtuels. Alors à l'époque, le truc, c'était galère, sans nom. On a imaginé un projet qui était trop compliqué. Et ça, c'était 99. Le nom de l'expo s'appelait ZAC 99 et c'était Stéphanie Moidon et Nicolas Tremblay qui étaient les commissaires, qui sont deux super commissaires d'ailleurs toujours en activité. Pardon, moi je voulais resituer dans le temps et dans l'espace. Donc on était quand même très très à la bourre au niveau du bricolage de cette machine qui était une vraie galère technique. Et c'est genre un quart d'heure avant le début du show. Rien ne marche, le casque virtuel diffuse ce qu'il veut, enfin un enfer, on transpirait d'angoisse. Il y avait une queue avec, je sais pas, il y avait 2000 personnes devant le musée qui allaient rentrer. Ça marche pas, bon, et là les gens commencent à rentrer et je vois dans la foule énorme des gens qui débarquent ma mère qui venait de Marseille exprès. Coucou, Binge. Qui était en passant en plus. Genre l'enfer, me faire la surprise sympa. Non, c'était vraiment pas le moment. Et ça a pas marché? Je sais plus, miraculeusement, ça a un petit peu marché. Ouais, bon. Moi, je me souviens pas de ça. Meilleur. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas de cette galère. Ouais. Ah, bah voilà, ça me va bien, ça. C'est à cause de ma mère, non. Petit message. Tu vois, toi aussi, t'as parlé de ta mère. C'est vraiment, coucou maman. Tu lui as dit, pas qu'elle allait l'écouter. J'ai vu sur l'expo, il n'y a pas un tableau. Eh bien, Samuel, Benjamin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver les actualités du duo en suivant leurs Instagram respectifs, à savoir Monsieur Mouru pour Benjamin Moreau et Samuel_Boutruche pour Samuel. On vous invite également à suivre notre Instagram @santite.cast afin de retrouver toutes les informations et les différents liens permettant de retrouver nos épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify et compagnie. Un grand merci à Cyril qui nous accompagne au Centre Pompidou, ainsi qu'à Paul, notre monteur. Générique par Olivier Schloberg. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.